Avril est un mois de transition, on a encore des restes d'hiver et parfois on aperçoit des signes d'été. C'est une occasion de vraiment prendre de l'avance sur l'été parce que je trouve qu'après la mi-mai, il n'y a pratiquement plus une seconde à perdre. Alors, gagnez autant de temps que possible en avril, faites tout le désherbage et mettez autant de plantes en terre que possible, mais en mesurant toujours votre temps, surtout avec les plantes qui aiment la chaleur. Avril offre de belles récoltes et les légumes vivaces prennent vraiment toute leur importance. Parce qu'ils ont déjà un système racinaire en place, ce qui leur permet d'alimenter la nouvelle croissance en réponse à la lumière. Et cette rhubarbe, par exemple, je ne force pas ma rhubarbe parce que je n'en vois pas la nécessité. Elles poussent si bien. Elles sont tellement savoureuses à manger sans forçage. Et en fait, on en obtient plus si on ne la force pas parce qu'elle peut accéder à la lumière. Elles ont un goût incroyable. C'est une variété appelée Timpali Early et il n'y a pas beaucoup de préparation à faire pour obtenir quelque chose de vraiment bon. Enlever les feuilles, tout cela est bon à composter, ça va dans le tas de compost et il y a déjà une récolte et c'est aussi très rapide à cueillir. J'ai déjà récolté cette touffe une fois en mars et celle-ci, je l'ai cueillie plus récemment, donc vous pouvez voir la différence. Vous laissez beaucoup de petites tiges, mais vous cueillez les plus grosses. Et puis regardez ici. C'est incroyable, on a tout un parterre d'asperges, il n'y a pas grand-chose de visible. Elles sortent à peine de terre et regardez, ici il y a 6 plants que j'ai cultivés à partir de graines, alors que toutes les autres asperges ont été plantées sous forme de griffes. Ce qui veut dire qu'elles ont déjà 1 an. Et celles-ci ont commencé à partir de graines il y a 2 ans et déjà elles produisent potentiellement. Normalement, on ne s'attend pas à récolter la 2e année à partir de graines, mais une comme celle-là, quand elles ont cette taille, c'est prêt. Mais comme ce sont encore des plantes très jeunes, ne les cassez pas parce qu'elles sont si jeunes. Je ne vais pas les cueillir trop fort, je vais peut-être juste prendre 2 ou 3 tiges comme ça et puis les laisser pousser parce qu'elles ont besoin de s'établir. Si vos asperges ont 2-3 ans, cueillez-en très peu au début et laissez-les pousser. À partir de 4 ans, vous pouvez en récolter plus. Vous pouvez vraiment en profiter. Et normalement, en avril, dans le climat ici, elle commence vers la 3e semaine d'avril, le jour de la Saint-Georges. En fait, c'est plutôt la 4e semaine, le 23 avril, et ici nous avons l'une des récoltes d'avril les plus incroyables, le brocoli violet à jet. Il y en a de différentes couleurs et j'ai du brocoli blanc à jet, très joli, qui arrive. J'aurais préféré qu'il arrive plus tôt. Ils arrivent à des moments différents. La variété clarette est de fin de saison. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous en ont récolté tout l'hiver, même dans les régions douces. Ce n'est pas une plantation que vous cultiveriez dans des climats continentaux, mais regardez à quel point elle peut être productive lorsque les conditions sont favorables et continuez simplement à les récolter jusqu'en avril. Elles deviennent plus petites à chaque récolte parce que les pousses latérales produisent elles-mêmes des pousses latérales, ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de toutes petites et fines et vers la fin avril, en fait, elles arrêtent probablement si les tiges deviennent assez fibreuses. Donc, il y a une progression tout au long du mois. D'autres légumes qui sont bons à récolter en ce moment sont ceux qui ont passé l'hiver et qui, dans ce cas, ont été semés tout à la fin du mois d'août. Cela inclut les oignons nouveaux restés ici tout l'hiver sans protection, ainsi que le chou et le chou-fleur de printemps protégés par des filets. D'habitude et après les avoir nettoyés, cela donne tout simplement un magnifique festin de printemps. Si vous laissez les racines, vous pouvez simplement les mettre dans un verre d'eau dans votre cuisine et vous aurez des oignons nouveaux à disposition pendant un bon moment. De nombreuses belles récoltes que nous avons vues commencent ici et bien d'autres peuvent encore être semées en avril. L'une des premières choses à faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de semer beaucoup de choses que vous auriez pu semer de la mi-février jusqu'à mars. Et nous vous avons préparé une liste à ce sujet. Elle n'inclut pas tout, car il est trop tard pour certains légumes comme le navet, le fenouil, le chou rave. Mais vous pourriez en fait les ressemer en juillet. Chaque mois offre de nombreuses opportunités et pour avril, nous avons une belle liste dans le calendrier. Comme il y a tant de choses, vous pouvez semer presque à n'importe quelle période, du printemps à l'automne.
Nous avons classé les éléments du calendrier. Ceux en police normale ne sont pas en gras. Cela concerne la première semaine d'avril. Ça pourrait être, disons, encore des oignons justes et encore des tomates, mais pas beaucoup plus longtemps que ça. Et ensuite, on arrive à celles en gras, qui sont les premières. Les semis, le basilic pourrait en fait être semé fin mars aussi, mais c'est maintenant que commence la période idéale pour semer. Avec un peu de chaleur, c'est pareil pour les concombres, c'est toute la famille des cucurbitacées. J'espère que vous ne les avez pas encore semés. Ils ont besoin de chaleur pour pousser plus vigoureusement avec lumière et chaleur. Cela signifie qu'il vaut mieux semer un peu plus tard que trop tôt. Je sème les concombres sous abri à la mi-mois, puis fin du mois ou en mai pour les semer en plein air. Et puis, il y a toutes les courgettes et la famille des courges que vous pouvez semer à partir de la mi-mois. Mais il n'y a pas d'urgence en fait parce que, encore une fois, elles ont besoin de chaleur. Donc j'en fais beaucoup entre le 15 et le 25. Et il est encore temps de semer les melons, même si c'est mieux de le faire début avril, car ils mettent un peu plus de temps à pousser que les concombres et les courges, aussi vers la mi-mois. J'aime semer à la bête. Si on la sème plus tôt, elle monte en graines. Et tout cela fait partie des principes de la propagation pour tirer le meilleur parti de vos semis, et l'un d'eux est la chaleur pour la germination. Ici, j'utilise une couche chaude, sinon un tapis chauffant fait aussi l'affaire. En avril, c'est un excellent endroit. Avec de l'électricité dans la serre, utilisez un tapis chauffant pour chauffer par le bas, fournir de la lumière et obtenir des plantes robustes. Vous serez surpris de la rapidité de germination de vos graines. Cela montre clairement la qualité des graines. Si elles ne germent pas, c'est peut-être qu'elles sont trop vieilles. Alors ne vous en voulez pas toujours pour ça. Avril est vraiment la meilleure période pour planter des pommes de terre. Planter, c'est comme une graine ou une pomme de terre, c'est une pomme de terre. J'utilise un transplantoir pour les planter. Elles sont assez grosses et on veut les placer à une certaine profondeur, là où il y aura peut-être 5 cm. Du compost dessus, du terreau ou du compost, selon ce dans quoi vous cultivez. Donc il y a 3 types de pommes de terre. Soyez clair lorsque vous les plantez sur le type que vous cultivez réellement. Donc d'abord les précoces seront appelées ainsi, il y a beaucoup de variétés et elles mûrissent beaucoup plus rapidement, donc elles seront prêtes à récolter vers la mi-juin. Souvent, et vous les espacez un peu plus près, vous pouvez même aller jusqu'à 30 cm, tandis que les secondes précoces mettent plus de temps à pousser, donc elles ont besoin de plus d'espace, et vous pouvez toujours les planter en avril. En avril, on plante surtout les pommes de terre. Les variétés précoces demandent environ 45 cm d'espacement. La variété principale, qui mûrit début septembre, peut nécessiter jusqu'à 60 cm selon la taille désirée de vos pommes de terre. La flexibilité ici est précieuse car elle permet de cultiver les pommes de terre de façon créative, même lors de la plantation. La profondeur, comme ici où je fais un trou avec la truelle en descendant à peu près à la profondeur de ma truelle, c'est-à-dire à peu près ça, c'est à peu près 15-18 cm et la pomme de terre va se retrouver au fond de ce trou. Donc il y a bien 5-7 cm, 2-3 pouces de terre au-dessus, il suffit juste de la déposer comme ça. Et ensuite, pour la suite de la culture, il faudra peut-être rajouter un peu plus de compost par-dessus. En cas de gel, butez la terre, à surveiller en avril. Si vous ne semez pas trop tôt en avril, les pousses n'apparaîtront peut-être qu'en mai, vous avez donc le temps. Il ne se passe pas grand-chose à ce moment-là, parfois, mais je sème quelques radis, peut-être entre les pommes de terre, mais il y a aussi d'autres options comme ça. Le repiquage en avril ressemble beaucoup à ce qu'il était en mars, mais avec plus de chances de réussite. On a plus de lumière et, avec un peu de chance, plus de chaleur, bien que ce ne soit jamais garanti. Donc la plupart des plantations extérieures résistent au froid. Des légumes comme la laitue, les épinards, les radis, les oignons, les choux et les brocolis. Et pas les plantes sensibles au gel comme les courgettes et ainsi de suite, que vous venez seulement de semer. Donc soyez un peu patient. Mais vous avez la possibilité d'une reprise assez rapide des plants, car il y a toujours une période après la transplantation où les plantes subissent un petit choc. C'est comme « Oh, j'étais dans cet endroit agréable et maintenant je n'y suis plus et je suis un peu plus loin de mes voisins, à l'aide ». Et les limaces et les escargots, et par exemple, et même les pucerons, peuvent en fait capter ces signaux d'alarme. Eh bien, ils le font vraiment parce que vous le voyez et vous savez, je l'ai ici. Là où d'autres légumes bien établis vont bien, mais les limaces mangent les nouvelles plantations, donc dans une certaine mesure, ça aide de les avoir. Pas trop petits, mais ici, nous réussissons surtout avec des plants assez petits. C'était de la mi à la fin mars, avec une couverture, ça les protège vraiment des intempéries.
votre population de limaces et d'escargots doit rester sous contrôle. Par exemple, éviter le vieux bois où ils peuvent se cacher et maintenir un jardin propre. Et peut-être sortir la nuit, la veille de la transplantation, avant de transplanter avec une lampe torche et voir ce que vous trouvez, voir ce qui se passe, et vous pourriez être surpris. Il pourrait y avoir beaucoup de limaces là-bas, ce qui pourrait être la cause. Attendez un peu, mais ramassez-les aussi pour en réduire le nombre. Voici un exemple des dégâts que peuvent causer limaces et escargots. En réalité, c'est mieux que prévu, honnêtement, mais c'est le genre de situation où une laitue était ici et maintenant elle n'est plus là, et cela pourrait être dû à une limace ou un escargot. On peut dire qu'une limace est juste un escargot sans coquille, et c'est pour ça que j'aime toujours avoir des remplaçants prêts. Et de cette façon, vous savez, ça ne sert à rien d'avoir de l'espace inutilisé, alors gardez-le aussi rempli que possible. Mais voici l'exemple de l'habitat. J'ai mis des côtés en bois parce que j'en ai besoin simplement pour éviter que ça ne tombe sur le bord. Je pourrais penser à une façon de ne pas les avoir, en fait, parce que c'est un habitat pour les limaces, et au-delà, il y a juste des bords où les mollusques peuvent se cacher. Donc, dans cette situation, je me considère chanceux que ces laitues se portent aussi bien. Je pense que le fait de ne pas bêcher aide. Vous avez des carabes qui mangent lentement ce genre de choses. Et oui, parfois, il faut juste tenir bon, mais ayez des plans de rechange prêts. C'est mon conseil numéro 1. Les protections prennent vraiment tout leur sens en avril parce qu'il y a tout cet excès de lumière du jour et beaucoup de vent froid, donc elles protègent les plantes du vent. Et en réalité, c'est plus une question de vent que de gel. On l'appelle parfois voile anti-gel, comme ici. Celui-ci est assez ancien et j'y tiens beaucoup. Étant peu épais, on distingue encore les plantes à travers. Celui-ci fait 25 grammes par mètre carré comparé à un de 30 qui est là-bas et qui est plus épais. C'est bien, mais en fait, je le préfère un peu plus fin. Il fait quand même très bien le travail et laisse probablement passer un peu plus de pluie aussi. Celui-ci laisse certainement passer la pluie, ça s'appelle du thermocrope, mais ce n'est tout simplement pas aussi chaud que la polaire. Et puis, un troisième type de couverture est la maille, qui protège aussi un peu du vent, mais ce n'est pas très chaud. La maille sert principalement à protéger contre les nuisibles, c'est son usage principal. Nous l'utilisons surtout en été et en automne, mais c'est maintenant d'avril à début mai qu'il faut le faire. En général, on retire ces protections fin avril ou début mai, parce qu'à ce moment-là, le soleil peut enfin être assez fort, et il peut même faire trop chaud là-dedans parfois. Donc c'est le mois où, si vous mettez des protections, surtout sur de nouvelles plantes, vous verrez une différence fantastique dans la croissance. Et utiliser des arceaux comme ce morceau de fil peut faire une grande différence pour les garder éloignés des plantes, mais ce n'est pas indispensable. Nous avons aussi des plates-bandes protégées par un voile, même pour les petits oignons, et ils s'en sortent très bien, donc il y a des options. L'ail en avril commence à avoir fière allure, et ne vous inquiétez pas si vous voyez quelques feuilles jaunes, car cela peut être résiduel. À cause des conditions froides et difficiles que l'ail a traversées pendant les mois d'hiver, il arrive que certaines feuilles du bas jaunissent encore. Et comme pour beaucoup de plantes, en fait, je pense que c'est juste plus spectaculaire sur l'ail parce que l'on voit plus clairement l'espace autour d'eux. Ce que vous devez remarquer, et je suis sûr que vous le ferez, c'est ce beau vert foncé au centre, car c'est le signe d'une croissance vigoureuse. Ne vous inquiétez pas si quelques feuilles du bas jaunissent, je vous parie n'importe quoi. Cela ne veut pas dire qu'elles ont besoin de ce que certains appellent un engrais ou quelque chose comme ça, car l'apport en nutriments se fait lorsque le sol se réchauffe. Donc par temps froid, c'est une autre raison pour laquelle vous avez des feuilles jaunes, alors que lorsque le sol se réchauffe, vous remarquerez que la croissance devient plus vigoureuse et plus verte. Les mauvaises herbes semblent trop petites, puis grandissent soudainement, surtout en avril où cela se remarque. Continuez à désherber, de préférence quand elles sont petites. Et ensuite, vous aurez beaucoup de matière verte à différents moments, et nous l'ajoutons ici à la matière brune. Donc avril est une occasion de faire plus de compost. Et si vous avez un grand potager ou un jardin de taille moyenne, un système à 3 compartiments en palette comme celui-ci peut très bien fonctionner. Nous remplissons chacun des 2 compartiments d'angle à tour de rôle et nous obtenons en fait du compost comme celui-ci après environ 8 mois. Et c'est plutôt bien. Je suis satisfait. Ne vous attendez pas à la perfection, mais ce sera très précieux. Composter soi-même est l'une des meilleures actions et c'est très gratifiant. Quelque chose à surveiller en avril, c'est la dernière gelée, ou peut-être que ce ne sera même pas la dernière gelée. Il peut faire très froid la nuit et il peut être utile de buter les pousses de pommes de terre. Ce mois demande simplement de rester vigilant.
Nous pouvons encore avoir quelques sursauts de l'hiver, mais il suffit de rester vigilant. Et en particulier, les mauvaises herbes, je voudrais insister là-dessus plus que tout. Ce n'est pas un sujet très glamour, mais ne laissez pas les mauvaises herbes prendre le dessus. Gardez votre sol propre. Et ensuite, vous serez prêt pour le merveilleux mois de mai, lorsque vous pourrez planter beaucoup de plantes qui aiment la chaleur.